Bienvenue à cette lecture, présentée par le Centre culturel irlandais dans le cadre de la Nuit de la littérature, organisée par le FICEP, le Forum des instituts culturels étrangers à Paris. Nous sommes ravis de partager avec vous ce soir Sélection naturelle de l'écrivaine irlandaise Quillan Hughes, traduit de l'anglais par Anna Sieh et publié par Christian Bourgois, éditeur, cette année. Quillan lira un court extrait de son œuvre et nous la présentera. Avec ce premier roman, Quillan nous offre une héroïne hors du commun, dans un monde où l'ambition à tout prix semble être la seule planche de salut. Pour commencer, c'est la remarquable actrice franco-irlandaise Kelly Rivière, connue pour sa belle pièce An Irish Story, qui lira un extrait d'une douzaine de minutes de la version française. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à venir nous rendre visite au Centre culturel irlandais, situé juste derrière le Panthéon. But for now, we hope you enjoy the reading. Thank you. Ils étaient assis à la table des invités d'honneur, la table de la mafia, cloîtrée et à nappe blanche, d'ordinaire inoccupée depuis que la fraternité irlandaise avait été forcée de payer la facture du gouvernement après que l'un de ses gars totalement défoncé à la cocaïne avait laissé le secret s'échapper par la fenêtre de l'hôtel, ce qui avait entraîné la création du tribunal de Moriarty en 1997. La coke, la minette et la chambre d'hôtel avaient été payées avec l'argent du trésor. Néanmoins, le procès était en cours et la plupart des membres de la fraternité avaient trouvé depuis un emploi dans la finance. Le nouveau week-end de travail, c'était une virée en hélicoptère pour aller aux courses. Guthrie ne commanda qu'une entrée, végétarienne en plus, ce qui ennuya considérablement Jarlath. Comme cela ne ressemblait pas à Guthrie d'être d'humeur ronchonne exprès, Gaël pouvait uniquement supposer qu'il s'était passé quelque chose à l'hôpital. Une de leurs conversations. Rien de significatif ne fut dit pendant le plat de résistance. « J'aurais dû choisir le jus de carotte fermenté, » dit Gaël en repoussant le bol. Mais personne ne rit. Il semblait avoir fini de rire, et Gaël avait fini d'essayer de dissiper la tension. Ce qui suppurait était peut-être comme un bouton de fièvre qui éclaterait juste à temps pour le portrait de famille. Le restaurant était situé dans un édifice historique de la période victorienne. Et si seulement ils avaient été assis dans la partie fréquentée du restaurant, à n'importe quelle table près du comptoir qui s'étendait jusqu'au centre, leur problème serait peut-être passé plus inaperçu. Mais tel que c'était, Sive avait beau sembler engagée dans la conversation, les seules baguettes dont elle s'emparait étaient logistiques. Le fait est que cela n'avait rien de nouveau. Elle était ainsi, ou à peu près, quand son travail se passait bien, quand advenait quelque chose qui en valait la peine. Lundi soir, je rentre très tard, dit Jarlath. Ensuite, la semaine suivante, je suis à Londres. C'est très bien, mon trésor. Moi, je suis à Düsseldorf jeudi en 8, mais 2 nuits seulement, pour diriger Così fan tutte, avec Valérie Gergiev. Eh bien, ça ne va pas aller. On ne peut pas être tous les deux absents le soir, la veille des jours d'école. Il faudra que tu emmènes les gosses. Pas du tout. Il y a Carla ou bien Sarah Jane qui seraient ravis de passer la nuit chez nous. C'est plus facile. Les gosses n'ont jamais vu Düsseldorf, si? Gaël? Sive finit par détourner les yeux d'un tableau situé à gauche de leur table et juste derrière Gaël, qui avait sans cesse l'impression que sa mère la regardait, mais maintenant, elle savait qu'il s'agissait de quelque chose dans son dos. « C'est où, Düsseldorf ?» demanda Guthrie en sortant des glaçons de son verre d'eau avec sa cuillère. Un serveur débarrassa leurs assiettes et le chef cuisinier vint les saluer, puis il félicita Sive pour son concert de Beethoven en janvier. Sa femme et lui y avaient assisté en matinée et c'était tout bonnement un soulagement, à vrai dire, d'entendre un classique. Au théâtre, ce qu'on veut vraiment, c'est Shakespeare. Au concert, ce qu'on veut vraiment, c'est Beethoven. L'homme avait des manières délicates et partout un luisant d'oignon. En fait, ça se prononce Beethoven, expliqua Gaël, pas Beethoven, parce que Hoven veut dire des fermes. Ludwig des fermes à betteraves. Et c'est Van Beethoven, parce que c'est son nom de famille complet. Comme si votre nom de famille c'était Delassie et que quelqu'un disait « Lassie, j'adore sa cuisine ». Vous seriez furieux pendant des siècles après votre mort. C'est pareil. Gaël tenait ses arguments de Sive qui avait tenté de trouver une façon diplomatique de corriger la prononciation des membres de l'orchestre. Eh bien,
dit le chef en poussant un petit rire forcé. Tu es bien la fille de ta mère. Quelque chose qui n'était pas directement de la colère traversa le visage de Jarlath. Le regard de Saïf passa de nouveau derrière Gaël. La cuisine vous a-t-elle plu, au moins demanda le chef cuisinier. Gaël resserra sa queue de cheval pour gagner du temps. Tout ce qu'elle pensait, c'était que le premier commentaire qu'il avait fait était faux également. Chez le caviste, ce qu'on veut vraiment, c'est le merlot, était l'équivalent de ce qu'elle concoctait pour illustrer le propos. Excusez son insolence, intervint Jarlath. Elle est en train de devenir une femme. Ah, répondit le chef avec un calme surprenant. Alors, ce qu'il te faut, c'est du fer. Essaie de manger beaucoup de viande rouge cette semaine. Gaël sentit sa tête s'incliner vers l'arrière comme touchée par un volant de badminton qui se serait déplacé bien plus vite qu'on ne pouvait le soupçonner. Merci. Jarlath passa sa langue derrière sa lèvre inférieure pour déloger un reste de cerre d'entre ses dents du bas. Est-ce que l'hippodrome de Curragh a suffisamment séché pour qu'on fasse sortir les chevaux ? C'est Stephen qui s'en occupe pour la saison, répondit le chef. Moi, j'y suis de moins en moins, à vrai dire. La semaine dernière, c'était un plat de soupe d'après Trucmuche manié. Ils bavardèrent un peu jusqu'à atteindre le stade où Jarlath, qui testait les limites d'un métier conventionnel, empêchait le chef de retourner en cuisine. Guthrie fournit une échappatoire au chef en demandant où était le petit coin. Puis Jarlath aperçut quelqu'un dans le restaurant et prit lui aussi congé de la tablée. Une fois les assiettes débarrassées, entre les taches de vin sur la nappe et les serviettes abandonnées, on aurait dit la fin de noces mal avisée. Il a changé de musique et mis György Kurtág, dit Saïf tout bas. N'est-ce pas charmant ? Gaël écoutait tout en ramassant des miettes sur ses genoux. La musique était d'une discrétion et d'une délicatesse frustrantes. Puis, après quasiment rien, elle mugissait de furie et de mise en garde, comme si l'on avait demandé à un compositeur d'inventer l'alarme nucléaire. Un peu intense pour un restaurant. C'est ce qui fait son charme. Elle ne dure que 12 minutes. Elles savourèrent donc l'une d'entre elles, jusqu'à ce qu'un son évoquant la rupture d'une brindille les fasse sursauter. Vous pouvez faire confiance à Frédéric pour mettre à l'épreuve les sens de ses clients. Frédéric, le propriétaire, était un autre admirateur de Saïf. Il devait savoir quelque chose d'elle, car Saïf dirigeait de nouveau son regard derrière Gaël. Gaël tourna sa chaise pour voir ce qui, dans son dos, était si fascinant. Presque à l'instant même où elle le faisait, tandis que l'image frappait sa rétine et vacillait, elle dit « Maman ?» Pendant que Gaël cherchait sa formulation, elles contemplèrent le tableau ensemble. Les dos de deux femmes nues, dessinées au crayon. Leurs corps ondoyants, d'une seule pièce, liés entre eux comme un puzzle sans fin. Une aquarelle, où des pastels et du blanc, de la craie peut-être, ombraient ces silhouettes sans visage. Un ciel bleu marine éclairé par la lune. Les corps, pâles. Leur absence de tête, non pas grotesque, mais nécessaire. Les deux femmes étaient assises. Un corps se penchait sur l'autre et le ferait toujours, et Gaël observa la prise de l'une sur l'avant-bras de son amante. La main, trop grande. L'avant-bras, vigoureux. Gaël le sentait, la façon dont un personnage soutenait le bras de l'autre comme la hampe d'un drapeau sur la lune. Il n'y avait pas le temps de trouver les termes exacts. Il n'existait pas. Il ne t'aime pas comme ça. Il a commis infidélité sur infidélité. Gaël passa sa langue sur ses dents de sorte qu'elles lui firent mal, de sorte que la douleur ne lui vint que sous une forme purement physique. En se retournant pour faire face à sa mère, Gaël perçut comme de la craie la teinte blanchâtre passée sur ses paupières. On dirait que c'est un fossé, comme si il n'y a pas de fossé, répondit Saïf, la bouche lâche. Un porte-monnaie ouvert dans lequel se servir. Si, il y en a un. Gaël saisit le long et mince avant-bras de sa mère, s'accrocha à son côté. Il faut que tu partes.
Guthrie était revenu et se baissait sur sa chaise millimètre par millimètre. Comme si un nourrisson dormait, il demanda « Est-ce que c'est la musique ?» Sive se tourna vers lui avec reconnaissance. Puisse sa voix ne jamais se briser. Elle sourit, puis tendit les bras, et il n'hésita pas à se mêler à elle, à rester sur place et à admettre l'absence de sa propre tête. Là, quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas. Près du comptoir, Jarlath parlait avec Frédéric. Gaël leva la main et Frédéric agita la sienne en retour, non sans une certaine réserve. Devinait-il ? Gaël ne regarda pas les yeux de son père, seulement ses lèvres lisses. Si elle tournait l'oreille, exactement comme ceci, elle saisissait des bribes de leur conversation. Le prix d'adjudication, indice, original, record des ventes, marque, retour, pas un investissement dans ce cas. Jarlath avait sorti son carnet de chèques, 20%, et ce qu'il montrait à Frédéric devait suffire à convenir d'un pari. Le corps tout entier de Fred se baissa de quelques centimètres dans le soulagement pénible dû au fait que le pire était passé. Jarlath mit la main sur l'épaule de Frédéric et la serra très fort, exactement comme il avait agrippé la cuisse de Sive, dans le même geste de possession. Pourquoi alors s'avançait-il vers Gaël ? Pourquoi son visage était-il si affolé par l'érudition ? Pourquoi se levait-elle dans sa peur, en trébuchant ? « Papa ?» Ensuite il la dépassa, et avec cette gestuelle que l'on voit dans les films lorsqu'un homme plaque une femme contre un mur, Jarlath décrocha le tableau. D'un timbre granuleux, il dit à Sive « Je veux te ramener chez nous avec moi. Et voici comment. C'est là que tu as été. Voici ton portail. Je te veux dans ma maison. Je te veux dans notre chambre. Je te veux au rez-de-chaussée. La façon dont tu étais absorbé par ceci, elle a déjà disparu. Mais quand j'emporterai ce tableau à la maison, tu viendras avec. » Guthrie était pâle. Les poings de Gaël étaient prêts, et Sive disait « Oui. »« Il faut qu'on sorte d'ici, dit Gaël. Ramassez vos affaires. » Gaël prit dans ses bras tous les manteaux, ainsi que le sac de sa mère. Tandis qu'il s'en allait, Frédéric lança « Sive, mon chou », sa moustache dessinant un froncement comique. Il prononça son nom, Soyoff. Personnage au clair de lune, ça s'appelle. Louis Le Brocky, 1944. Elle appuya ses mains contre son buste et dit « J'adore ces premières toiles. » 44 ? Frédéric hocha imperceptiblement le menton. Rien d'anodin là-dedans. Sive secoua la tête. Et les voilà partis. Hello, my name is Keelan Hughes, and I'm going to be speaking to you about my novel Orchid and the Wasp, which has just come out in French. It's lovely to be part of this Nuit de la Littérature. Thank you for inviting me. I've been asked about Gail, the protagonist of this novel, who's quite a distinctive character, a Marmite character. You'll either love her or hate her. And I remember when I was beginning writing the novel, I had two things. I had the title, which I'll come back to, and I had something of Gail's character. It was a character that came with a certain energy. She was revealing herself to me in episodes. She was constantly moving and I had to keep up. So a few chapters in, I discovered that I was writing a picaresque novel rather than, say, a love story or a coming of age or a quest narrative. The picaresque follows a character as it moves through social strata or through society, living by their wits. The heroes are rarely heroic or morally pure. They're not sociopaths or villains either. And picaresque novels can double as novels of ideas, state of the nation sagas. They often expose social hypocrisies. And so they're usually realistic with elements of satire and comedy and social criticism. And
and they're episodic in structure. So in this book, each chapter or chapter section is one day or represents a different day, and it spans 10 years, so it's constantly jumping forward in time. And when I realized I was writing a picaresque novel, I brought to mind some of the picaresque novels I'd read growing up. Candide's Voltaire, Iris Murdoch's Under the Net, The Adventures of Huckleberry Finn, Saul Bellow, The Adventures of Augie Marsh, Cervantes, Don Quixote, A Confederacy of Dunces, The Goldfinch more contemporarily, 100 Years of Solitude, these kinds of books. And it struck me that none of them had female protagonists. So when I tried to think of picaresques with female leads, I could think of William Thackeray's Vanity Fair and Jane Austen's Emma, but both of those characters are kind of in pursuit of marriage ultimately, and I really wanted to avoid writing a book where the love of a man has anything to do with the kind of engine of the book. There are some contemporary examples of that follow women's careers that kind of fit the bill, like Dave Eggers' The Circle, or Siri Hudspeth's The Blazing World, but slim pickings. And the kind of opportunity there had to do with whether or not you could write a character that was equivalent to what exists in the picaresque tradition, as a female lead. So her ideas, her ambitions, her own kind of ideology and interests and actions would be driving the novel, over and above her ties, or her kind of troubles and her community. So she would be, her own ideas would kind of be the engine of the book. And if she changed in the novel, it mightn't be for the better. I wouldn't make her a kind of a role model, or I wouldn't make her perform for the reader, or punish her for any of her poor choices. In the novel, Gail is grappling with her own cynicism and privilege. And these aren't kind of flattering things to be exploring. It's far more endearing to grapple with one's self-doubt. But I think there are plenty of those books, of those female characters in literature. I'm interested in characters in kind of the murky middle that don't have hearts of gold, who are, occasionally relatable and admirable and funny and impressive, and occasionally duplicitous, hypocritical, self-serving, ungenerous, and characters who aren't necessarily kind of punished for their dubious behaviour. So I'll read a very short piece from early on in the book where the family has recently broken up. And then I'll answer another question and do a very short reading to finish up. The kitchen floor of the Fos household had been tiled with eggshells, its walls papered with prescriptions, none of whose medicines lessened their mother's hurt. How long had passed since Jarlath left? The clock had stopped and progress seemed immeasurable. But the children's bodies extended to make up for their parents' withdrawal, as cork expands to stopper the bottle and prolong its contents' lifespan. Sive had become a muted rendition of herself. It was true, she'd always been what busybody misogynists bitterly described as a hard woman, the very oxymoron embodied. But gossips have no register for nuance. Not all coldnesses are equivalent. A person's spirit can freeze at almost any temperature. I was also asked about the title Orchid and the Wasp, which has changed in the French. In fact, for a related reason, the title was borrowed from Gilles Deleuze and Félix Guattari's A Thousand Plateaus, a philosophical text, though it's used in a very different way with this novel. So Guattari and Deleuze, they're using this relationship in nature, which is quite rare. There's a type of orchid that resembles a wasp. It's yellow and brown and furry, and it emits a female wasp pheromone. So when male wasps fly by the flower, they try to mate with it, and they get the pollen latched to their bodies.
They try to kind of, they know they've got something on them and they try to shake it off, but eventually they give up in frustration and fly off, and they're lured by another orchid, and so they pollinate the orchid. And that dynamic is very rare in nature. The argument in Deleuze and Guattari is kind of an anti-capitalist argument. They're trying to say that this, we shouldn't see this as being an example of, the failure of mutualism, or, the non-existence of commensalism. Instead, they're saying, don't look at it as the wasp being exploited. Look at it as the orchid becoming a wasp in this transformation, and the wasp becoming an orchid. They're talking about these territories kind of being shared. It's a very generous and romantic take on what is, I suppose, an aberration, or quite rare in nature, an exploitative system. Normally you'll have a little bird that sits on a deer's back and takes from the deer, so it's something symbiotic. And so my character Gail wasn't really interested in this reading of The Orchid and the Wasp. She ultimately takes it for its kind of literal non-symbiotic dynamic, and so she's looking at it as an exploitative system. So it becomes a shorthand, the title, for exploitative systems. So it's not that the orchid is one character and the wasp is another character, but it did come with a question, this title. The question, is it really exploitation if the loser isn't aware of what they're losing? And that's something that Gail is trying to work out. But I didn't want the novel to have this. I don't like to know where a novel is going or what I'm really writing about. That has to be part of the discovery. So I put this kind of question very literally in a character's mouth early on in the book, so that 350 pages later, I wouldn't be asking the same question. And I'll just read a very short piece to conclude from later on in the book, when Gail is interviewing for an MBA that she doesn't really want, and she hasn't met the criteria for, but she's fairly sure the system is easily gamed. The skin protrusions where Professor Sutton's eyebrows should be are arched. Apt that you mention evidence, since yours is the lightest portfolio I've been handed by the admissions committee in the history of my tenure here. No resume, no transcripts, no references, amazingly, no application form. If it weren't 28 double-sided pages of single-spaced 10-point font dissertation, I should expect you're trying to save the planet, one rejection slip at a time. Instead, I expect worse. You're the niece of a distinguished alum, or a colleague's daughter-in-law who has far too much faith in nepotism. Miss Fos, how did you get this interview? Gail assesses her inquisitor's hands, which rest palm down on the huge leather-topped desk beside a cup of steamless milky tea. Her fingers are like Savoyardi biscuits. There's a Japanese proverb, Gail says. Beat your wife on your wedding day and your married life will be happy. Let's just say I'm no traditionalist. I knew I'd never meet the criteria to get this interview, but I felt that if I got one, I'd have as much chance of admittance as if I'd met them. So my priority was to get into this chair. I didn't get here the traditional way. Professor Sutton jolts with a hiccup. There's an Irish proverb, she says, and swallows loudly. A thing gotten badly goes badly. So I'll leave it there. Thank you so much to Christian Bourgois, editor, for the beautiful work they did bringing this book to French readers, and to the translator Anne Hazier, and to the Centre Culturel Irlandais, where I wrote a 10,000 word story that ultimately found its way to the bin, but it paved the way for writing my second novel, The Wild Laughter, and has provided me with a lot of meaningful and important friendships with other artists. So merci beaucoup.